Bonjour à toi et bienvenue sur Changer d'air. Je m'appelle Clément, je suis ingénieur entrepreneur et je me pose beaucoup, peut-être un peu trop de questions. Je me pose des questions sur le bonheur et l'amour, sur l'écologie et le vivant, sur l'espace et le cosmos, sur l'humain et le cerveau, ou encore sur la société et notre place dedans. Et plus récemment, face à la crise écologique, je me demande ce que je peux faire et comment avoir un impact. Je me demande comment contribuer à la construction d'un monde que nous serons fiers de transmettre à nos enfants. Alors pour trouver des réponses et pour explorer des pistes concrètes, je vais chaque semaine à la rencontre de celles et ceux qui ont des idées, qui bâtissent un futur qui donne le sourire et qui m'inspire. Et spoiler alerte, on a plein de réponses et de bonnes raisons d'espérer. J'espère qu'écouter leurs témoignages t'aidera à trouver des réponses, à avancer sur ton chemin et peut-être même à changer d'air. Bonne écoute. Je sors de ma discussion avec Jean-Marc Gansil et je dois avouer que ça m'a mis une sacrée claque. Autant sur l'écologie que sur notre consommation de viande. Mais je pense que c'était une piqûre de rappel qui était très importante. Jean-Marc Gansil, c'est un militant écologiste. Je l'ai découvert à travers ses livres. Un livre qui s'appelle Ne plus se mentir et un autre livre qui s'appelle Comment l'humanité se viande. Et à travers ses projets, c'est un des fondateurs de l'espace Darwin à Bordeaux, qui est le plus grand tiers-lieu en Europe, et fondateur de deux autres projets, deux autres utopies en fait, de la résistance et de la résilience des territoires. Aujourd'hui, il se consacre pleinement à la cause animale et c'est donc logiquement le sujet sur lequel on a beaucoup échangé. Alors c'est vrai qu'à ce micro, autant on a l'habitude d'être assez positif, de voir cette crise comme une opportunité, comme une manière de changer les choses. Autant Jean-Marc Gansil est beaucoup plus radical et beaucoup plus lucide, je dirais, en réalité, sur les enjeux et sur les problèmes. Dans cet épisode, on parle de l'émergence de la RSE dans les années 90, à laquelle Jean-Marc a participé au début de sa carrière. On parle de lucidité et du courage qu'il nous faut pour regarder la réalité de la crise écologique en face. On parle de spécisme. Le spécisme, en fait, c'est une vision, une idéologie un peu arbitraire qui classe les animaux et qui, en fonction de leur espèce, si c'est des chats, si c'est des chevaux, si c'est des bœufs, on leur accorde ou non des droits et une considération morale. On parle de l'alimentation carnée, c'est un peu le cœur du sujet, qui représente en fait une des industries les plus polluantes et les plus destructrices. Et comme d'habitude, on parle du futur de l'humanité à long terme. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Jean-Marc. Salut Clément. Merci beaucoup d'être là. Ça faisait quelques temps que j'avais découvert un peu ce que tu fais, autant en tant qu'entrepreneur et autant qu'auteur. Et donc, je suis très heureux de t'avoir au micro. Est-ce que tu peux commencer par te présenter en nous expliquant qui étais-tu enfant, quel genre d'enfance tu as eu et peut-être comment ta prise de conscience écologique est arrivée ou si elle était là dès le début? Beaucoup de choses. Résumer 54 ans, puisque c'est mon âge, bientôt, en quelques minutes, ça va être fastidieux, puis ça va pas intéresser grand monde. Mais je pense que ce qui me définit, ce qui me définit plutôt pas mal, je crois, c'est que je suis quelqu'un d'heureux et que j'ai eu la chance de ne pas avoir d'accident physique ou moral, on va dire sentimental ou autre, important durant cette période, et que j'ai eu un amour inconditionnel de mes parents qui a perduré jusqu'au décès de ma mère, et j'ai toujours mon père aujourd'hui qui est là et qui me soutient avec beaucoup d'amour, et je crois que c'est ce qu'ils peuvent donner de mieux à un enfant, et c'est ce qui m'a donné une assurance, une confiance en moi depuis toujours, qui ne s'est jamais démenti et qui m'a permis de faire ce que j'avais envie de faire globalement, et de mener ma barque plutôt pas trop mal avec, je crois, une certaine bonne étoile qui m'a toujours suivi dans les bifurcations de mon parcours professionnel, puisqu'il y en a eu quelques-unes. Bifurcation, on y reviendra sans doute. Mais bon, voilà, je me définis plutôt comme quelqu'un d'heureux, chanceux, engagé, puisque c'est aussi l'objet de ton questionnement, évidemment, qui est très concerné par son époque, qui aimerait que les choses aillent différemment, évidemment, qui ne se... Non, j'étais un imbécile heureux jusqu'à pas mal de temps, jusqu'à 20 ans, je crois. Ouais, je crois que j'étais assez insouciant, et c'est aussi une chance, je pense, pendant 2 décennies. Et puis après, ça m'a rattrapé. Et un peu comme un backlash, comme on dit aujourd'hui, je me suis
très rapidement passionné pour plein de sujets d'intérêt global, on va dire, la marche du monde, les conflits, l'impact écologique de nos actions, pourquoi tant de gens étaient si malheureux, les inégalités, enfin bon bref, tout ça m'a beaucoup percuté. J'ai beaucoup lu, j'ai eu la chance de rencontrer énormément de personnes intéressantes qui m'ont ouvert à voilà, des facettes de la vie que j'ignorais à l'époque et sur lesquelles j'avais pas du tout été embarqué. J'étais pas très ou pas du tout même politisé avant. Et puis j'ai eu des lectures, j'ai eu des rencontres donc qui m'ont ouvert au monde d'aujourd'hui, qui m'en ont donné un certain nombre de clés, qui m'ont permis d'avoir une lecture et un esprit critique, je crois, que j'exerce au quotidien pour surtout éviter de nourrir des illusions, parce que je crois qu'il n'y a rien de pire que de nourrir des illusions, parce que comme le dit Comte Sponville, que j'aime bien, le philosophe français, c'est la meilleure garantie justement d'être désillusionné et désespéré, parce que on attend parfois trop de choses, ou on a une certaine pensée magique qui nous oriente sur des mauvaises pistes. Voilà. Et je crois que c'est aussi un axe qui me caractérise, celui de vouloir regarder les choses telles qu'elles sont avec la plus grande lucidité possible. Je dis pas que je le suis toujours, évidemment. Mais globalement, j'essaie d'avoir cet esprit critique et une forme d'objectivité, de lecture extrêmement factuelle et froide des choses, voire brutale, justement pour essayer d'avoir des actions derrière qui sont à la hauteur des enjeux, ou en tout cas qui, selon moi, pourraient avoir justement des conséquences, de l'influence. Bon, j'y arrive à hauteur d'homme, à ma façon. Je suis pas non plus plus fort que les autres, évidemment, mais ce qui me caractérise, c'est peut-être ça. Et ce qui caractérise mes ouvrages, puisque c'est sans doute ça qui t'a fait venir vers moi, c'est des ouvrages très durs, parfois très déprimants, mais j'espère très factuels et objectifs sur les enjeux qui m'animent aujourd'hui, à savoir l'écologie radicale et l'animalisme ou l'antispécisme. Voilà, c'est deux choses que j'aimerais voir converger pour changer le monde, au moins sur les dimensions, les domaines sur lesquels je me sens le plus contributeur possible. Comment tu distingues, parce que tu utilisais le mot insouciance, est-ce qu'on peut être insouciant et lucide? Non, je le suis plus du tout insouciant. Je l'étais pendant longtemps, c'est ce que je disais. Maintenant, je suis absolument plus. Je ne suis pas pour autant déprimé ou extrêmement noir. C'est ça que parfois je ne m'explique pas bien moi-même. C'est que j'ai une vision assez sombre de l'évolution de notre espèce sur cette planète. Et pour autant, au quotidien, je garde une forme d'énergie qui parfois m'étonne moi-même. Je parlerai pas. Ouais, Je te viens pas d'hausser la lucidité comme tu as dit, j'ai la chance d'être vivant, d'être témoin de tout ça donc ouais, je me sens bien à ma place. Je mesure la chance que j'ai d'avoir eu le parcours que j'ai eu sans encombre jusqu'à présent, d'avoir réussi à faire ce que j'avais envie, d'avoir pu cultiver mes passions, y compris sur un plan professionnel. Donc ça, c'est une très grande chance que je mesure et dont j'ai tout à fait conscience, et qui m'amène à être, j'espère en tout cas, assez humble et le plus possible en accord avec mes valeurs, si tant est que ça soit possible, puisqu'on est quand même englué dans pas mal de contradictions, tous autant que nous sommes. Mais voilà, c'est mon exercice, c'est mon exigence personnelle en tout cas, que j'essaye de m'appliquer au mieux, bien sûr avec quelques contradictions, mais voilà, je pense qu'il peut me caractériser aujourd'hui. merci beaucoup. Donc tu es passé d'une enfance heureuse, insouciante à 20 ans à une prise de conscience, à ce regard un peu plus factuel. Comment s'est passé ton début de carrière? Et comment sans spoiler, tu es passé de monde du privé à pour moi quelque chose à l'entrepreneuriat. Comment ça s'est opéré tout ça? Je pense même que c'était un tout petit peu avant, c'est-à-dire que pendant mes études de commerce, de gestion, un peu classiquement, j'étais un gars qui savait pas trop quoi faire. Et puis mes parents m'ont dit voilà, gestion commerce, ça t'ouvre à pas mal de choses sans t'enfermer. Et comme je le disais, j'étais pas politisé, donc c'était pas forcément Sciences Po ou d'autres types on va dire, de cursus de ce type qui m'animait, enfin qui me plaisait à l'époque. Donc je suis allé un peu par défaut dans cette voie-là. Et là, j'ai été confronté à une réalité qui m'a tout de suite on va dire, fait réfléchir, à savoir une espèce d'entre-soi, une espèce de conformisme, une absence de vision
de sens donné à une carrière, l'appât de la consommation, du plus haut salaire, du paraître, de l'ego trip, des choses qui cohabitaient avec des choses un peu plus positives par ailleurs, hein, mais cette dimension qui était intrinsèquement liée à l'école de commerce dans laquelle j'ai fait mes premières armes m'a tout de suite donné envie de prendre le parti opposé, celui justement de trouver un sens à ce que je faisais, de nouer des liens sincères, de m'embarquer dans des voies où je pouvais contribuer à un mieux-être et pas simplement à mon mieux-être à moi. Et ce qui me distinguait pas mal d'un certain nombre de camarades de l'époque, et cette conscience sociale un peu gauchiste que j'ai conservée et qui s'est muée ensuite en conscience écologique aiguë. Voilà, elle est née à ce moment-là. Et elle s'est poursuivie dès mon premier job, puisque j'ai eu la chance d'intégrer, je sais pas comment le nommer à l'époque, mais ce qu'on pouvait appeler un think tank aujourd'hui, qui s'appelait le CIM à l'époque, qui était en fait une structure qui rassemblait à la fois des entrepreneurs, des grandes entreprises, des philosophes, des sociologues, des penseurs, des gens qui réfléchissaient à la façon dont la société pouvait arrêter de dériver par plaques tectoniques qui ne se parlaient plus et essayer de reconstruire du collectif dans le champ principalement du social notamment, et qui était extrêmement investi dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, en essayant de travailler à l'échelle locale dans la revitalisation de bassins d'emploi, dans l'insertion de personnes en difficulté, dans l'émergence de nouveaux modèles de travail basés notamment sur la réduction de ce fameux temps de travail. Donc j'ai pu côtoyer à ce moment-là des gens aussi brillants que Edgar Morin, que Hubert Landier, que Hervé Serriex, des noms qui parlent pas forcément aux gens d'aujourd'hui, mais des gens aussi comme André Gorz. Je l'ai pas côtoyé, mais j'étais imprégné de ses écrits. Plein de gens qui réfléchissaient déjà en 93 quand j'ai commencé, hein, ça date, à ces notions qui sont devenues aujourd'hui un peu, on va dire l'ESS, la RSE, la responsabilité sociale de l'entreprise, mais qui étaient embryonnaires à l'époque et qui interrogeaient déjà le rapport de l'entreprise à la société, le rapport du politique aux citoyens, la question fondamentale de la démocratie, des systèmes de gestion, du collectif, du faire ensemble. Voilà. Et ça m'a nourri beaucoup pendant 4-5 ans. Et j'ai eu la chance justement de côtoyer des gens alors absolument inspirants, comme on dirait aujourd'hui, en tout cas qui m'ont beaucoup nourri intellectuellement, et qui, je crois, ont forgé un peu ce que je suis devenu aujourd'hui. Moi, j'y ai apporté progressivement cette dimension écolo, parce que, comme je le disais à l'époque, c'était peut-être moins considéré. On était en 93. Il n'y avait pas encore eu une vérité qui dérange de notre ami Al Gore, qui a beaucoup marqué les esprits en 2007, je crois. Bref, et tout ça m'a définitivement ancré dans la volonté d'apporter du sens à ce que je faisais au quotidien. Et ça m'a jamais lâché depuis. Et c'est dans la foulée, vous avez créé Darwin ou comment? Non, il y a eu 2 étapes. Une première étape personnelle, où j'ai fait un voyage en Asie du Sud-Est, plus globalement dans cette partie du monde, avec ma femme et mes 3 enfants, puisque j'ai eu des enfants très tôt. J'avais 3 enfants à 26 ans. Voilà, ce qui est peu commun. Je suis toujours avec ma femme. Je fête aujourd'hui même mes 37 ans de vie commune avec elle. Je sais pas, chacun sa référence et ses modèles. Moi, le mien, il est arrivé comme ça. Je suis tombé sur la bonne personne dès le démarrage, et je l'aime toujours autant, voire plus encore. Et donc, à ce moment-là, j'ai fait ce voyage qu'on voulait faire, mais on n'avait pas pu le faire en raison de cette progéniture. Donc, une fois que les enfants étaient un peu plus grands, 4 ans, 3 ans, 2 ans, on est parti de Nouvelle-Zélande à la Birmanie en backpack, en randonnée, en route, quoi, moyen du bord et petit budget, et c'était vraiment fabuleux. Et puis au retour de ce voyage-là, j'avais pas du tout envie de continuer à bosser en région parisienne, et j'ai cherché à activer mon réseau pour aller ailleurs. Et puis ça tombait bien, il y avait une opportunité qui s'ouvrait chez France Télécom à l'époque, à Bordeaux, donc en région, sur un poste qui était lié à la fois à la com, c'est-à-dire ma formation d'origine, mais surtout à l'initialisation d'une démarche de RSE. Alors, elle s'appelait pas comme ça à l'époque, il parlait d'entreprise citoyenne. Il y avait une cellule qui s'était montée, et j'ai rejoint cette cellule, et j'en ai été un des acteurs. Et pendant 8 ans, chez France Télécom, qui est devenu Orange derrière, j'ai réussi à la fois à mener de front une carrière, entre guillemets, sur la com classique, et une démarche qui était très fortement imprégnée de la logique de développement durable, c'était le terme consacré,
où on expérimentait tout un tas de choses, depuis la mobilité durable jusqu'à des actions de préservation de la biodiversité, la mesure de l'impact carbone des activités de l'opérateur. Enfin voilà, ouais, complètement. J'étais encore très naïf sur tout ça. Il y avait beaucoup moins de greenwashing, en tout cas je m'en rendais moins compte. Tout ça semblait neuf et semblait vouloir reconfigurer, redessiner les logiques dans lesquelles travaillaient les grandes entreprises. Et effectivement, là, j'ai été naïf, très naïf. Mais petit à petit, j'ai constaté, non pas à mes dépens, mais j'ai constaté le grand écart qu'il y avait entre le modèle économique de l'opérateur et sa communication sur ces sujets, qui était de plus en plus contradictoire. Bon, voilà. Donc, à un moment donné, profitant. Pardon? Ça veut dire que tu t'es rendu compte qu'en fait, la partie environnementale, sociale, écologique était incompatible avec Ouais, absolument, absolument. Compatible jusqu'à un certain degré, mais qui était faible. Et que du coup, l'enjeu de l'entreprise, bah, ça n'est jamais de contribuer à des changements sociétaux majeurs, mais c'est surtout de maximiser sa rentabilité dans un contexte qui évolue et qui lui est pas toujours favorable et qu'elle essaye d'instrumentaliser à son profit. Voilà, c'est un truc assez classique qui est toujours vrai aujourd'hui et encore plus vrai aujourd'hui. Je pense, ça apparaît clairement aux yeux de pas mal de monde. Mais j'ai beaucoup trempé dans tous ces cercles de, on va dire, de cadres dirigeants ou cadres supérieurs concernés par ces sujets. J'ai été très actif, notamment au C3D, Collège des directeurs du développement durable, dont j'ai fait les premières promos, entre guillemets, où j'ai beaucoup contribué, où je portais des idées déjà très en décalage de promotion de la décroissance, voilà, ce qui me valait beaucoup d'incompréhension, voire de moquerie, mais j'ai toujours été sur cette ligne-là. Tout ce qui était transition énergétique et illusion qui l'accompagnait m'apparaissait au grand jour dans pas mal de débats, toutes ces contradictions entre les belles déclarations et les beaux rapports de stratégie de développement durable des entreprises et leur réalité au quotidien, vraiment éclaboussaient au grand jour, je dirais les belles illusions que beaucoup de gens pouvaient avoir. Mais voilà, les cadres dans ces entreprises sont tellement imprégnés de la culture maison et veulent tellement s'occulter certaines réalités, qu'ils continuent à perpétuer cette culture, à perpétrer cette culture et à faire en sorte. Voilà, tout ce qu'on sait, je vais pas enfoncer des portes ouvertes, ça paraît, je crois, assez clair pour tout le monde maintenant. Je dis pas que l'entreprise ne peut rien faire, c'est évidemment un acteur majeur, mais il faut pas se tromper non plus dans, je dirais, sa réelle volonté et l'axe dans lequel elle angle sa stratégie. Donc, je pense pas que les changements qu'on pourrait appeler de nos vœux pour que change la société puissent parvenir de cet acteur qu'il faut plutôt contraindre, à mon sens, pour accepter des limites à son pouvoir, des limites à sa prédation, des limites à son exploitation des hommes et des non-humains. Voilà, donc j'ai plus d'illusions là-dessus, plus aucune illusion. Ça veut pas dire qu'il faut pas parfois collaborer, coopérer, mais sans non plus en attendre des choses trop. Voilà. L'entreprise se réinventer tout seul, c'est un peu une illusion en l'occurrence. Tu parlais de illusion tout à l'heure. Oui, ça veut pas dire qu'il y a des modèles d'entreprise qui soient beaucoup plus vertueux et qui soient sincèrement conscients de leurs impacts. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle j'ai rejoint, et ça me permettra de reboucler avec ta question, le groupe Évolution, qui était un groupe familial fondé par mon associé Philippe Barre à l'époque en 2007, quand j'ai quitté France Télécom. Et c'est avec Philippe, tous les deux, qu'on a imaginé notre petite utopie urbaine qui s'appelle Darwin, qui s'appelle toujours Darwin, qui est toujours très foisonnante, à Bordeaux. Et l'idée, c'était d'hybrider tout un tas de logiques, des logiques urbaines, des logiques culturelles, des logiques sociales, des logiques écologiques, des logiques entrepreneuriales, et de faire à notre sauce une espèce de gloubi-boulga hybride qui est devenu le plus grand tiers-lieu de France et qui agrège, agglomère tout un tas de logiques pour la plupart positives et qui essaye d'intégrer des externalités sociales et environnementales dans son modèle économique, avec toutes les difficultés que ça suppose, mais avec un certain succès et avec une volonté absolument sincère de réinventer les choses. Je suis pas sûr qu'on puisse parler d'entrepreneuriat au sens strict quand ça concerne Darwin, parce que ça touche beaucoup l'associatif, ça touche beaucoup le culturel, ça touche beaucoup la vie de la cité. Et donc, je me reconnais pas véritablement dans le terme d'entrepreneur, non pas que je le rejette, mais cette démarche globale qu'était Darwin et dans laquelle j'ai contribué pendant une dizaine d'années de façon extrêmement active,
elle était c'était vraiment un ovni, quoi. Un ovni pendant lequel ouais, ouais, une utopie, un ovni, quoi. Pendant lequel je me suis vraiment éclaté et pendant lequel on a défriché tout un tas de sentiers, nouveaux, je crois, et on s'est bien éclaté, vraiment. C'était vraiment super. T'as déjà un peu répondu à ça, mais c'était quoi l'objectif de cette utopie? Comment ça s'est lancé? Bah, déjà, créer un environnement de travail qui nous satisfasse et dans lequel on puisse exprimer le plus sincèrement possible nos valeurs et nos envies de faire. Et en regroupant des gens d'horizons très différents, en décloisonnant les logiques ben voilà, qui régissent souvent certains secteurs. Donc on avait des entrepreneurs, on avait des grosses boîtes, on avait et je dis on avait parce que je parle de mon expérience personnelle, mais c'est toujours vrai aujourd'hui, des acteurs du social, voire même de l'hébergement d'urgence. Je pense à Emmaüs. On avait des artistes, des restaurateurs, euh, des plasticiens, enfin tout un tas de personnes qui sont dans la ville et qui généralement ne se croisent pas. Et je crois que l'une des vertus principales de Darwin, ça a été de créer un écosystème où toutes ces personnes pouvaient travailler ensemble et revendiquer un modèle de développement urbain très différent de celui qu'on subissait à Bordeaux, à savoir une très grande densification, une marchandisation de la ville, une gentrification à laquelle on a paradoxalement contribué. Hein, faut pas se voiler la face. Mais je pense qu'on a aussi, voilà, expérimenté tout un tas de trucs dont il reste des traces et qui ont, je crois, très singulièrement contribué à changer l'image de la ville de Bordeaux et à lui donner une coloration un peu plus innovante, un peu plus moderne. En tout cas, ça continue aujourd'hui puisque Darwin se développe encore, lutte encore contre les logiques des promoteurs immobiliers prédatrices et stimule un modèle économique hybride totalement anachronique dans le monde actuel, mais qui marche. Donc félicitations à mes associés actuels, parce que je suis toujours associé, extrêmement ultra minoritaire, hein, puisque j'ai moins de 1% de l'initiative. C'est pas du tout le propos pour moi d'avoir du pouvoir ou de l'argent. Ça n'a jamais été le cas. Mais je regarde avec énormément de bienveillance et avec toujours beaucoup de liens avec mes anciens associés et les gens qui travaillent là-bas. Cette initiative dans laquelle je suis retourné il y a 1 mois et demi pour promouvoir mon dernier bouquin d'ailleurs. Voilà. Et pour finir ce parcours, comme ça vous aurez vous aurez le bout, c'est-à-dire le moment où j'en suis aujourd'hui, c'est que dans le cadre de Darwin, j'ai développé des convictions très fortes autour de la condition animale, pour tout un tas de raisons sur lesquelles on pourra revenir. Et j'ai eu envie de m'y consacrer pleinement et que mon quotidien professionnel soit dédié à la cause de la faune sauvage. Et les initiatives que j'avais pu mener à titre bénévole sur ce sujet-là pendant l'expérience Darwin ont été suffisamment riches et inspirantes, stimulantes, enthousiasmantes pour moi pour que j'ai envie de m'y consacrer totalement et pleinement. C'est la raison pour laquelle en 2018, j'ai dit à mes associés que je voulais dorénavant tourner la page pour me consacrer à ce sujet-là. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai rejoint La Réunion et où je vis aujourd'hui et d'où je vous parle. Et c'est là où j'œuvre actuellement dans une ONG scientifique qui s'appelle Globis et qui se consacre à l'étude et à la protection des cétacés de l'océan Indien. Voilà. Et j'y travaille en tant que salarié. Je suis en charge de toutes les questions liées à la communication, la sensibilisation, le développement, pour faire en sorte que les programmes scientifiques aient toujours plus d'impact et qu'on puisse sensibiliser le plus grand nombre à la préservation de ces espèces emblématiques d'une planète en danger. Merci beaucoup. J'avais vu que tu avais d'autres projets comme les Détrivores ou l'initiative La Suite du Monde, mais avant de nous parler de ça, je pense que c'est un peu après être allé à la Réunion, tu as sorti ton livre qui s'appelle Ne plus mentir, qui est sous-titré d'ailleurs Petit exercice de lucidité par temps d'effondrement écologique. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as sorti ce livre et sur quoi il faut plus mentir? Ouais, effectivement, j'ai un peu dit déjà précédemment. En fait, quand je suis arrivé à La Réunion, j'avais pas de boulot. J'avais fait une rupture conventionnelle et je m'étais laissé un peu de temps de respiration après l'intensité de mon expérience à Darwin. Et j'avais tout un tas de choses que j'avais envie de dire justement sur ce secteur de l'écologie mainstream qui semblait à mes yeux se nourrir d'un certain nombre d'illusions justement, qui se racontaient beaucoup d'histoires.
qui, sous couvert de révolution, perpétuait en fait une rente de situation bien confortable, en se donnant bonne conscience sur des initiatives locales, soi-disant révolutionnaires, mais qui n'en étaient pas. J'ai voulu aussi montrer quelles étaient à mes yeux toujours, les limites, les impasses, les faux semblants, face auxquels face auxquels on était confronté. J'ai voulu un peu jeter un pavé dans la mare de cette écologie bien pensante qui me semblait être dominante qui finalement ne faisait que encourager le statu quo et que finalement. Est-ce que tu as des exemples de ce que tu appelles écologie bien pensante? Par exemple, le fait que les initiatives locales allaient rapidement atteindre une masse critique et changer les modèles économiques, l'économie collaborative, les jardins potagers style Incredible Edibles, les initiatives d'insertion par je ne sais quelle activité qui étaient présentées comme des modèles révolutionnaires qui allaient tout changer et qui étaient fondamentalement compatibles avec les limites planétaires, enfin tout ça, en gros le film Demain de Cyril Dion, là, pour ne pas le citer, qui à mon sens, alors effectivement pouvait donner de l'espoir, mais un espoir qui me semblait relativement trompeur et mensonger, et qui de fait n'est pas advenu, toujours pas aujourd'hui, parce que à mes yeux on était confronté à un certain nombre de verrouillages, un certain nombre d'intérêts fortement installés dans les sphères politiques et industrielles, à un certain nombre de logiques, on va dire de l'ombre, sans verser dans le complotisme bien entendu, mais même de mafia ou d'acteurs surpuissants qui avaient voix au chapitre beaucoup plus intensément que ces acteurs gentils de l'écologie non violente. On pouvait aussi constater dans les discours un certain nombre de mirages autour de la capacité à révolutionner l'énergie, à découpler à la consommation de ressources et les émissions de gaz à effet de serre. Enfin voilà, tout un tas de choses que réfute aussi la physique. Des discours comme ceux de Jean-Marc Jancovici aujourd'hui, qui ont été popularisés récemment ou beaucoup plus dans les dernières années. À mon avis, sont convaincants. Et c'est des choses que je voulais dire à l'époque déjà et qui me sautent aux yeux, quoi. Tous les modèles, même qui réinventent un peu en fait, sont basés sur la consommation de ressources, et ça c'est pas compatible avec la santé de notre planète ou de notre biodiversité? Ou c'est plus Bah, profond que ça, c'est vraiment disons qu'il y avait une grande hypocrisie entre effectivement des grandes idées généreuses et puis des comportements individuels et collectifs qui n'étaient pas du tout alignés là-dessus. Et je crois que effectivement à un moment donné j'en ai eu un peu ras-le-bol et j'ai voulu écrire une sorte de pamphlet, une sorte de pavé qui a été vécu comme un uppercut ou comme un coup de poing dans la gueule par beaucoup d'acteurs de ce secteur, qui m'a valu beaucoup de critiques aussi, mais qui à mes yeux en tout cas, je dis pas que j'avais absolument raison et que j'étais un prophète, loin de là, mais en tout cas je voulais dire un certain nombre de choses qui me semblaient être mes vérités et qui pouvaient avoir un intérêt à être versées dans la discussion collective. Voilà. Et de fait, ce bouquin, Ne plus se mentir, a eu un gros impact. Alors, c'est peut-être pas été un best-seller non plus, mais dans son domaine, il a été écoulé à plus de 10 000 exemplaires, ce qui est vraiment une belle prouesse. Et il continue toujours à faire référence parce que je crois que il était assez précurseur à révéler des impasses qui aujourd'hui éclatent au grand jour, en fait. Voilà. Et c'est aussi une raison pour laquelle je suis allé vers la cause animale, parce que je crois que on s'illusionne beaucoup sur notre capacité à sortir du système thermo-industriel dans lequel on est englué justement, et que une des voies sur laquelle on pourrait être les plus efficaces, c'est et une de celles sur lesquelles c'est le plus simple d'agir, c'est justement d'arrêter l'exploitation animale, parce que ça a des impacts majeurs sur tout un tas de sujets, et notamment sur le changement climatique. Mais ça, les écolos l'ignorent, et ils font une sorte on va dire ils invisibilisent ce sujet-là, ils ne le considèrent pas. Ils s'illusionnent une fois de plus sur la capacité d'une pêche durable ou d'un élevage responsable. C'est vraiment un angle mort, l'éléphant dans la pièce, comme on dit souvent. Chez les Anglais, de la pensée.
Non, non, pas du tout. Je pense que c'est éthiquement indéfendable et écologiquement insoutenable à l'échelle où nous en sommes aujourd'hui de 8 milliards d'humains. Donc je pense qu'il faut cesser ça puisque ça n'a plus aucune utilité pour nous, ou pour une majorité d'humains en tout cas, peut-être pas tout le monde évidemment, mais une immense majorité d'humains, ça n'a plus aucune justification à la fois nutritionnelle et bien entendu éthiquement parlant, à partir du moment où tu sans utilité, bah, je vois pas comment on peut moralement le défendre. Et puis écologiquement, on mesure pas à quel point ça a des impacts multifactoriels qui sont extrêmement dommageables à l'habitabilité de la planète. Et c'est ce que j'ai voulu en fait signifier dans mes 2 ouvrages suivants, pour boucler avec ta première question. Donc après Ne plus se mentir, j'ai fait justement un autre bouquin qui s'appelle Carnage. Bon voilà, son titre parle de lui-même et qui montre l'exploitation systémique qu'ont fait des animaux non humains depuis toujours et qui prend des dimensions J'avais lu sur incommensurables. Carnage, c'était qu'on tuait des centaines de millions d'animaux chaque jour, juste pour les Ah oui, manger. C'est quelque chose comme ça. On tue plus d'animaux que d'êtres humains. bah, je vais te dire par exemple un chiffre ou même un rapport d'échelle. Si on tuait autant d'êtres humains que de poissons, que de poissons, l'humanité disparaîtrait en 30 jours. Voilà. En gros, on tue 1400 milliards d'animaux par an, terrestres et aquatiques. Et là, j'exclus les crevettes. Pourquoi les crevettes? Pourquoi il me dit ça, les crevettes? Les crevettes, c'est simplement l'animal qu'on tue le plus au monde pour l'alimentation. C'est 26 000 milliards de crevettes par an. C'est des chiffres absolument incommensurables. On ne peut même pas se les figurer, hein. Je crois que 1 milliard de secondes, c'est 11 jours. Enfin, 1 million de secondes, c'est 11 jours, et 1 milliard de secondes, c'est 31 ans. C'est juste pour montrer le rapport d'échelle entre millions et milliards. Et là, je vous parle de 1400 milliards d'animaux qu'on tue par an. Et pour la plupart, sans nécessité vitale pour les humains, juste pour le plaisir. C'est juste une faillite morale de notre espèce, et c'est quelque chose qui me paraît absolument dramatique, à la fois parce que, bah, je dirais, éthiquement parlant, c'est absolument immoral, mais aussi parce qu'écologiquement parlant, c'est quelque chose qui est suicidaire. En faisant ça, on nuit à tous les écosystèmes, à leur bon fonctionnement et au fait qu'ils puissent nous apporter tous les fameux services écosystémiques dont on a besoin tout simplement pour vivre. Donc on est en train de tuer le substrat qui nous permette de respirer, de boire, de vivre avec une agriculture qui nous nourrit. Et on en est en train de flinguer tout ça pour un plaisir égoïste qui est de manger de la chair animale. C'est donc une folie que je dénonce dans ce dernier ouvrage qui s'appelle Comment l'humanité se viande et dont le titre est, je crois, explicite. Je trouve ça, c'est un très beau titre. Au-delà de la partie éthique, je pense en fait, à chaque fois que j'entends ce genre de chiffres, me marque quels sont les impacts vraiment écologiques de cette consommation animale. Eh bien, non, vas-y, finis ta question. La deuxième question était, qu'est-ce que le spécisme? Puisque j'ai vu que tu en parlais dans ton livre et je trouve que c'est notre biais le plus Oui, important qui nous empêche de s'arrêter de manger. absolument. Bah, le spécisme, en fait, c'est le fait de hiérarchiser la valeur des êtres vivants en fonction d'une supposée qualité. Donc, bien entendu, les humains sont au-dessus parce que c'est l'exceptionnalisme humain qui est censé incarner l'intelligence, la raison. Voilà, ça c'est des idées qui remontent aux Lumières, à Descartes, l'animal-machine et tout ce qui nous distingue des animaux non humains. Les humains étant au-dessus de cette pyramide du vivant, hein, c'est comme ça qu'on nous représente souvent. Mais tout ça, c'est extrêmement arbitraire et totalement faux d'un point de vue scientifique. On est tous des animaux et on a tous des besoins essentiels qui sont différents et on a tous la même, on va dire, légitimité à vivre sur cette planète. Seulement, les humains ont décidé qu'ils éradiqueraient tout à leur profit, ils exploiteraient tout à leur usage exclusif, et ça aboutit aujourd'hui à un grand remplacement. Alors le grand remplacement, c'est pas celui d'Éric Zemmour, c'est celui de la faune sauvage, de tous ces êtres vivants sauvages qui peuplaient cette planète depuis toujours et qui sont aujourd'hui la portion congrue. Notamment la biomasse des animaux terrestres, c'est plus que 4% de la biomasse générale des mammifères. Le reste, c'est-à-dire 96%, ce sont les humains et leur bétail. Voilà. Si on parle des volatiles, c'est 3/4 des oiseaux
sur cette planète, ce sont des volailles destinées à être abattues pour faire des nuggets. Donc, on est dans des proportions qui sont hallucinantes. Et bien évidemment, cette industrie-là, intensive ou extensive, et je parle aussi de la pêche, évidemment, eh bien, elle ravage des écosystèmes entiers. Euh, pour illustrer un peu par rapport à ta question, quels sont les impacts? Imagine simplement, alors je vais te poser une question, mais je vais y répondre en même temps. Imagine aujourd'hui quelle est la surface qu'occupent les infrastructures humaines sur les terres émergées de la planète. D'après toi, quel espace occupent toutes nos infrastructures, nos bâtiments, nos villes, nos autoroutes sur les terres émergées de la planète? Tu dirais quoi en pourcentage? 5%? 1%. Donc c'est presque rien. Maintenant, si je te pose la même question avec l'élevage, c'est-à-dire les ruminants, je te parle que des ruminants. Donc les ruminants, c'est-à-dire les pâturages et toutes les cultures nécessaires à leur alimentation. Combien ça prend d'espace sur cette terre émergée? Tu dirais quoi? Bravo, 30%, c'est-à-dire un tiers de la planète quasiment. C'est-à-dire qu'un tiers de la planète, c'est toutes les Amériques, Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud. Tout ça, c'est dévolu à l'élevage et aux cultures fourragères pour nourrir des bêtes, des ruminants. C'est-à-dire que tout ça, globalement, c'est pour une nourriture dont nous n'avons pas besoin et qui émet des gaz à effet de serre de façon colossale, et notamment du méthane, qui est un gaz à effet de serre 80 ou 85 fois plus puissant que le CO2 sur une période de 25 ans. Donc on est en train de se suicider pour un plaisir gustatif illusoire. En tout cas, non nécessaire. Voilà, par exemple, une ordre de grandeur. Si on n'en a pas besoin, pardon, j'ai prévu d'inviter un nutritionniste qui s'appelle Anthony Berthoud pour parler de ça un peu. Ouais, alors, de mon point de vue, voilà, de mon point de vue, et c'est pas mon point de vue, c'est celui d'un certain nombre de nutritionnistes et même d'une très grande part des nutritionnistes sur la planète, notamment de l'association de nutrition américaine, pour ne pas la citer. Aujourd'hui, un régime végétalien, vegan, si on veut parler plus communément, strict et équilibré, satisfait à tous nos besoins nutritionnels. Nous n'avons pas besoin de protéines animales. On peut très bien se nourrir pour la santé, j'entends, pour la santé, pour notre équilibre. Ah bah oui, s'il est bien mené, c'est meilleur qu'un régime carné qui bien souvent apporte des maladies cardiovasculaires, des problèmes, on va dire, de cancer colorectaux, des problèmes cognitifs aussi. Extraordinaire. Il est intéressant. Il est justement intéressant parce qu'il est pas caricatural, je trouve. Il est très américain, bon, on peut lui reprocher. Ouais, ouais. Non, ça c'était bien dans son assiette, je crois. Il s'appelle sur Netflix ce reportage-là. Il y avait eu un autre reportage qui s'appelait The Game Changer, et là qui montrait non pas sur un aspect éthique, mais sur un aspect fondamentalement nutritionnel, que les performances de certains sportifs de haut niveau étaient meilleures avec un régime végétalien. Je veux pas me faire l'apôtre du régime végétalien par rapport à ces questions de nutrition ou de santé. Je suis pas hyper compétent là-dessus. Moi, mon truc, c'est de montrer à quel point le fait de manger autant d'animaux que nous le faisons aujourd'hui a des impacts écologiques dramatiques. Et c'est là-dessus que j'ai fait mon expertise, en tout cas, en me renseignant énormément depuis des années et en synthétisant cette réflexion dans ce dernier ouvrage. Et je crois que c'est assez implacable et qu'aujourd'hui c'est devenu assez indéfendable, même si ça heurte une culture dominante, fondamentalement spéciste donc, qui considère que c'est tout à fait naturel, nécessaire et normal de manger des animaux, mais ça ne devrait plus l'être aujourd'hui si on considère les dernières connaissances scientifiques disponibles. Comment, sachant que la viande, c'est quand même dans notre culture, je parle de français, mais je pense que de façon générale, un bœuf bourguignon sans bœuf, ça paraît Ah ben c'est dans notre identité, tu l'as dit toi-même, c'est dans notre croyance profonde que l'humain est au-dessus et donc que l'animal, bon, en tout cas certains animaux ne méritent pas spécialement d'avoir une morale à eux. Comment est-ce qu'on et à en plus la puissance des lobbies des viandes qui, eux, peuvent, à coups de milliards d'euros sur la table, alimenter cette croyance, voire même en reconstruire des nouvelles. Comment est-ce qu'on convainc et comment est-ce qu'on fait cette transition vers une nourriture, moins carnée ou non carnée? bah ça, c'est vraiment un combat. C'est vraiment effectivement ce que tu dis est très juste. C'est très identitaire la consommation carnée, que ça soit la viande autour de plats familiaux que nos grands-mères nous ont fait, qu'on a partagé avec des amis, des barbecues conviviaux, des fêtes, et le goût.
faut pas se mentir. Là aussi, le goût, c'est bon. Mais ça ne saurait justifier tout ça, les conséquences que ça a aujourd'hui à 8 milliards d'humains. Et je crois que aujourd'hui, il y a une très grande ignorance de ces questions-là dans la population, parce que comme tu l'as dit très justement, cette ignorance, elle est alimentée par les lobbies qui ne cessent de véhiculer des mensonges, des doutes, d'invisibiliser l'horreur des abattoirs, de répandre des fake news nutritionnelles. Et donc effectivement, face à ces rouleaux compresseurs de communication, d'influence, de lobby, c'est extrêmement difficile de faire émerger, sans qu'elle soit diabolisée, stigmatisée, raillée, moquée, une pensée différente, alternative, quand bien même elle est complètement fondée sur des données scientifiques. C'est un peu pareil que pour le climat, mais je crois que c'est encore pire dans le sens où ça nous touche aux tripes et que c'est extrêmement difficile de changer d'alimentation parce que on l'associe à tout un tas de souvenirs, à tout un tas de moments, à tout un tas de plaisirs, et donc c'est d'autant plus compliqué. Mais pour autant, c'est indispensable, et moi, c'est à ça que j'ai envie de me consacrer aujourd'hui pleinement, sur le registre de, on va dire, de l'influence intellectuelle que je peux avoir à mon niveau. Et, et ça, en fait, ça fait une bonne avec ma question d'après. Comme tu l'as dit, là, c'est peut-être encore plus fort la viande, mais de façon générale, est-ce que notre cerveau, notre psychologie, on n'a pas des biais qui sont tellement forts et qui font que même s'il y a écrit fumer tu sur un paquet, on continue de fumer. Bon, ça, il y a peut-être de l'addiction, qui font que tant que ta pyramide de Maslow, tant que tu es aux besoins primaires, en fait, tu vas absolument pas te soucier de si tu achètes un steak ou si on t'a dit mange du pois chiche. En fait, comment est-ce que tu vois ce côté et comment est-ce que tu n'es pas pessimiste sur ces dans notre psychologie humaine, on a beaucoup de mal à être éthique, à faire passer les intérêts et la morale devant nos besoins, alors que justement, tu l'as dit toi-même, on est en pleine crise sociale et que donc certains en fait sont à compter leurs derniers deniers pour s'acheter à manger, quoi. Ah, il y a plusieurs choses. T'as dit beaucoup de choses là, et je dirais qui sont pas du même ordre à mon avis. Évidemment, on est en train de parler d'un sujet très très complexe et très. Et si on avait la solution, ça se saurait. Donc, je vais pas te la donner aujourd'hui, mais on est en face on va dire de comportements ou de situations qui sont assez variables. Il y a celui effectivement qui a été bercé par les sirènes de l'industrie et qui pense qu'il a besoin de cette viande pour être en bonne santé, ou aussi pour, on va dire, démontrer un certain statut social. Ça, c'était vrai à une certaine époque. Il fallait montrer qu'on était en capacité d'acheter ces mets-là et qu'on était en capacité de nourrir bien sa famille avec des protéines animales. Ça partait des sentiments qui étaient plutôt honorables. Voilà. Et c'est d'ailleurs une veine que continue à flatter l'industrie parce que ça lui permet de maintenir ses ventes. Mais il y a aussi des gens qui aujourd'hui ont ouvert les yeux sur tout ça, ont exercé un esprit critique, ont eu justement cette forme de lucidité par rapport à ce discours dominant et qui commencent à comprendre la réalité derrière le mensonge et derrière l'écran de fumée. Donc je crois qu'il y a aussi des valeurs qui changent, il y a aussi des repères qui sont en train de vaciller, il y a aussi des effets de génération pour le coup. Moi, j'ai jamais vraiment cru à la génération climat. Je crois pas que les jeunes étaient plus conscients que leurs aînés de ce sujet-là et qu'ils étaient beaucoup plus actifs pour changer la donne. En revanche, je pense, même si c'est pas si simple, qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont beaucoup plus sensibles à la condition animale que ne sont leurs aînés, pardon, et qu'ils sont prêts, pour le coup, à renoncer à ces consommations. Et moi, j'en vois tout un tas autour de moi, de jeunes qui véritablement vont vers le végétal avec détermination et qui veulent plus du tout cautionner ce que des associations comme L214 montrent très bien, c'est-à-dire ce qui se passe d'horreur dans les abattoirs et qui est une situation générale, qui n'est pas une situation ponctuelle ou liée à tel ou tel équipement. C'est vraiment une domination, une oppression systémique qui n'a rien de justifiable, qui crée des souffrances terribles et qui montre à quel point on peut nous les humains se voiler la face aussi en acceptant de cette opacité que l'industrie continue à faire régner dans son secteur, quoi. Et là-dessus, on est complice. Je crois ce qui est terrible, c'est pas notre ignorance, c'est notre refus de savoir en fait. Et parce que c'est plus confortable, effectivement. Tu parlais des biais. Tu l'as dit toi-même, rester dans l'insouciance, c'est tellement mieux. Enfin, de ma génération, on est
comme je suis d'accord qu'on a en augmentation du véganisme, combien me disent en fait: «J'ai juste envie de savoir ça quoi, j'ai juste envie de souffrir», Ouais, 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 mais je crois qu'à un moment donné, il y a une phrase, je sais plus de qui elle est, j'en suis désolé, on n'échappe pas à sa conscience. Je pense qu'à un moment donné, dès lors qu'on est un minimum honnête intellectuellement avec soi-même, il y a des choses, des cliquets, qui ne nous permettent plus de revenir en arrière. Et ça, je le vois moi. Alors, ça se fait à une vitesse variable selon les individus, le bain culturel dans lequel ils sont, leur catégorie socio-professionnelle, la vie qu'ils ont, là où ils sont géographiquement, tout ça. Euh, mais ça vient inéluctablement, et je crois que tout simplement ça viendra, ne serait-ce que parce qu'on n'a plus le choix. C'est-à-dire qu'on va tellement dégrader euh, nos conditions de vie en raison d'une agriculture qui n'est plus soutenable, et notamment parce que son versant animal est totalement fou. Euh, et je pense pas aux pandémies, notamment là, qui inévitablement vont apparaître. On parle beaucoup du H5N1, notamment ces derniers jours, qui est en train des foyers de H5N1 qui sont multiples dans les élevages, y compris maintenant chez les bovins, alors que c'est avant seulement chez les volatiles, avec un risque que ça se transmette si ça passe par les porcs, notamment vers l'espèce humaine. Donc on est vraiment, on joue vraiment avec le feu. On est vraiment des apprentis sorciers. Non seulement on crée de la souffrance incommensurable, mais on est en train de faire une roulette russe, quoi, avec notre propre espèce. Donc c'est vraiment du grand n'importe quoi. Et d'un point de vue écologique aussi, bah, les Pays-Bas l'ont expérimenté. C'est juste l'asphyxie de leur habitat en raison des effluents exponentiels d'azote de leurs élevages est devenu tellement dingue qu'ils sont obligés maintenant de prendre des mesures coercitives extrêmement fortes pour réduire le cheptel. Voilà, alors ça va pas sans grande tension avec les éleveurs, avec les agriculteurs, avec l'extrême droite qui récupère le morceau en flattant les plus bas instincts des gens. Évidemment, on est confronté à cette difficulté aussi, mais c'est inéluctable. On ne peut plus fonctionner comme on fonctionne aujourd'hui, éthiquement bien sûr, et écologiquement tout autant. Donc ça va changer inéluctablement, et je pense qu'aujourd'hui les véganes, les antispécistes sont à l'avant-garde d'une véritable révolution culturelle qui, j'espère, adviendra le plus vite possible, sinon on est foutu. donc en fait, on voit qu'il y a comme tu l'as dit, c'est la folie, on est dans une inconscience totale. Heu, Néanmoins, tu as quand même assisté au début de la RSE. Comme tu dis, je suis assez d'accord, enfin, nos générations et je pense les nouvelles vont être de plus en plus véganes, que ce soit parce qu'ils vont être obligés ou parce que c'est de plus en plus conscient. Heu, Comment tu vois du coup l'humanité dans 200 ans ou dans 500 ans? Est-ce que tu nous vois encore comme une espèce avec au profit de quelques riches et privilégiés, vit dans un confort tout en détruisant sa planète sans vraiment être capable de s'arrêter? Parce que c'est un peu ce qui se passe en ce moment, malgré quelques êtres humains qui se mobilisent, la plupart en fait, je pense pas que ce soit de la flemme, c'est par inconscience, par, instinct Oui, primaire. oui, oui, oui. Toi, est-ce que tu Ah, je suis pas très... d'apprendre en pleine adolescence, tu vois? Ma première épisode, c'était avec Aurélie Piet, je sais pas si tu connais, et qui Oui, décrit oui. l'espèce humaine comme en pleine adolescence, quoi. Donc on est en train d'en fait, ça y est, de comprendre ce qui nous arrive, qu'on peut pas juste vivre sans limite, qu'il nous faut un peu de Ouais. sagesse en plus. Bon, Aurélie est beaucoup plus optimiste que moi, hein. En revanche, moi, je suis extrêmement sombre. Je pense qu'on n'échappera pas à l'effondrement. Il sera pas soudain. Bah, une déliquescence de notre société à partir de maintenant, c'est-à-dire que des services publics qui fonctionnent de moins en moins bien, des systèmes autoritaires qui arrivent de plus en plus fortement, des entreprises privées qui préservent leurs précarés, des tensions un peu partout, une économie mafieuse qui se développe, des ravages environnementaux qui perdurent, jusqu'à des limites qui font basculer certains pays, certaines zones, des guerres civiles. Bon, c'est pas très joli tout ça, mais je pense que c'est inéluctable et que malheureusement notre espèce est en incapacité de se... En fait, quand tu fais une fresque du climat, tu vois tout ce qui se passe et tous les impacts de Ben, on en a, je trouve, quand on ouvre un journal aujourd'hui, les prémices, on voit bien à quel point tout est en train de se barrer en couille, pardon, excuse-moi du terme, mais, mais, mais on voit à quel point aussi, ben voilà, il y a une dérive aussi de la régulation politique, si tant est qu'il y en ait déjà une qui soit opposée de façon suffisamment forte face aux intérêts privés. Je pense qu'au contraire, ça a toujours été le cas d'une espèce de consanguinité entre les intérêts politiques et économiques, mais
Aujourd'hui, on voit très clairement que le politique n'a pas du tout envie de contraindre l'économique. On voit aussi très clairement, comme tu l'as dit, qu'une très grande majorité des gens sont dans une ignorance qu'ils cultivent ou d'ailleurs qu'ils subissent. Que les rares opposants sérieux, violents, agressifs, intelligents, organisés sont matés, emprisonnés, tués. Et en tout état de cause, on va dire mis au silence. Et c'est vrai dans tous les pays. Je pense à Assange, évidemment, qui en est l'un des symboles. Les mouvements d'émancipation vers lesquels on aurait pu porter de l'espoir, comme les Anonymous à un certain moment, ou des guerrieros ici ou là. Bon voilà, face à la puissance des armées modernes et au cynisme des dirigeants corrompus de certains pays, ils font pas long feu. Voilà, ça veut pas dire qu'il faut totalement baisser les bras. Je ne le crois pas du tout. Je pense qu'il faut faire ce qui est juste de faire en son âme et conscience et faire le maximum de ce qu'on est en capacité de faire chacun de là où on en est, de sa conscience et de ses capacités d'action. Mais je ne crois pas que ça sera suffisant pour inverser ce mouvement général. Et je pense que, malheureusement, on est sur maintenant la pente descendante. On a connu le paroxysme de cette civilisation du point de vue, je sais même pas si on peut appeler ça du progrès, ou en tout cas de la technique, d'un certain équilibre. Les gens sortaient de la misère avec un certain confort. Alors bien sûr, ça profitait surtout à une minorité, mais globalement, il y a moins de violence qu'avant, il y a plus de santé qu'avant, il y a moins de pauvreté qu'avant, mais tout ça, c'était très fragile et précaire. Et là, maintenant, comme sur une montagne russe, là, on est en train de redescendre. Et ça va faire mal. Le tout, c'est à voir quand, et ce curseur du camp, il va définir ce qui est capable d'être sauvé derrière. Est-ce qu'il restera des communautés humaines suffisamment riches de cette période pour reconstruire des choses intelligentes derrière? Est-ce qu'on aura tout cramé et puis c'est des bactéries qui vont, elles, continuer à fonctionner jusqu'à reconstituer des sociétés dans des millions, milliards d'années? J'en sais rien. J'ai pas de boule de cristal. J'espère en tout cas que ces années qui viennent seront les moins difficiles pour moi et mes proches, d'une façon égoïste, pour l'humanité au sens large, et aussi pour ceux auxquels on ne pense pas en tant qu'être humain, généralement, toutes les autres espèces vivantes. Et moi, ce qui m'obnubile, c'est notre capacité à entraîner dans notre chute toutes ces autres espèces vivantes, innocentes, qui n'ont rien demandé, à qui on fait subir les pires turpitudes, et qui ne demandent qu'à vivre paisiblement. Et c'est moi ça qui finalement m'anime au fond de moi-même, essayer de pouvoir sauver ce qui peut l'être chez tous ces voilà, cette injustice, c'est tout à fait le mot, cette injustice fondamentale qui est que on fait subir à toutes les autres espèces nos propres critères d'intérêt exclusif en fait, et dont elles pâtissent dans des proportions absolument hallucinantes, jusqu'à les faire disparaître, alors qu'elles sont toutes des miracles de l'évolution. On est tous des miracles de l'évolution. Si on est encore sur Terre là, c'est que notre lignée de descendants s'est adaptée progressivement à des environnements qui ont changé. On a eu des aînes résistants face à toutes ces révolutions, ces bouleversements, ces changements radicaux, et on est encore là. On est vraiment des Formule 1 de l'évolution, et on est en train de massacrer tout ça, alors qu'on est les produits d'une histoire absolument phénoménale et peut-être unique dans l'histoire de l'univers, quoi. Bon, bref, on est vraiment des nazes. Mais tu sais que c'est marrant ce que tu viens de dire là, ta dernière phrase. Je suis peut-être les seuls dans l'univers. C'est le premier truc que j'ai écrit sur ce podcast en disant est-ce qu'on est vraiment la seule espèce peut-être consciente de l'univers qui fait tout ce l'art, l'advance, l'amour, tout ça, et en même temps on est juste parce qu'on a cette En fait, on est très ambivalent. On est très ambivalent. Moi, je pense fondamentalement. Alors, j'ai une très faible estime en l'espèce humaine, mais j'ai une très forte estime en chaque être humain. Alors, ça peut paraître très contradictoire, mais je crois qu'il y a le meilleur en nous. Et ce meilleur, effectivement, faut le nourrir, faut l'encourager, faut l'accompagner, faut essayer de le faire jaillir. Mais dans la société telle qu'elle est organisée aujourd'hui, où les plus cyniques, les plus retors ont le pouvoir, c'est difficile de faire en sorte que le meilleur de nous-mêmes puisse irriguer
notre monde. Mais ce meilleur de nous-mêmes, il est en chacun. Alors ça peut paraître un peu là aussi bisounours ce que je raconte, mais j'en suis fondamentalement convaincu et j'ai toujours cette perception quand je rencontre quelqu'un, même s'il me paraît vraiment naze, qu'en fond de lui-même, il y a une raison pour laquelle il agit de cette façon-là, mais qu'il y a aussi des raisons pour lesquelles il pourrait agir différemment et qui sont intrinsèques à ce qu'est l'être humain et il suffirait d'accompagner, de faire jaillir tout ça pour qu'on puisse être une société totalement différente, une civilisation totalement différente. D'ailleurs, il y a eu des collectifs humains qui ont bâti des choses merveilleuses. Moi, je pense toujours, parce que je les admire fondamentalement, les peuples premiers, et notamment les Amérindiens, qui ont montré qu'à une échelle qui n'était pas la nôtre, évidemment, ils pouvaient vivre dans une certaine forme d'harmonie. Et je pense que c'est pas enfoncer des portes ouvertes ou c'est pas né non plus une certaine violence chez les peuples dits primitifs ou on va dire premiers. Il y a eu aussi beaucoup d'inégalités entre humains, mâles, enfin masculins ou féminins. Il y a eu des guerres. Il y a eu bien sûr des ravages environnementaux, notamment la destruction de la faune, la grande faune sauvage. Faut pas non plus minimiser tout ça. Mais je pense qu'il y a aussi eu des modèles de peuples qui ont réussi à trouver une forme d'harmonie, voilà, qui aurait pu nous inspirer, qui aurait dû nous inspirer. Mais bon, Homo sapiens en est là où il est aujourd'hui et c'est pas glorieux. Parce que tu es pessimiste, mais tu as quand même, enfin, j'ai vu passer l'initiative La Suite du Monde. J'ai l'impression que vous réinvestissez des terres pour, justement proposer des nouveaux modèles. Est-ce que Oui, alors je je veux pas me l'attribuer parce que c'est pas moi qui en suis véritablement à l'origine. Moi, je l'ai accompagnée à un moment donné où elle avait besoin de trouver des relais, et notamment des relais financiers ou médiatiques. Et j'ai contribué à ce moment-là à faire en sorte que cette belle initiative puisse se déployer. Bon, malheureusement, ensuite, il y a eu, alors c'était quoi? C'était des communautés autonomes basées sur le municipalisme libertaire, teintées d'un peu on va dire d'utopie collectiviste. Bon voilà, c'était réinventer à l'échelle micro-locale, justement, peut-être ce fonctionnement des sociétés, on va dire primaires, dont on a parlé juste avant, mais sans les idéaliser et en les resituant dans un contexte contemporain. Donc essayer de réinventer voilà des communautés soudées, solidaires, autonomes. Et donc on a tenté cette initiative au travers de La Suite du Monde. Bon, il y a encore des villages comme ceux-là qui, au travers de La Suite du Monde, continuent à vivre, mais c'est relativement limité. Et puis surtout, il y a eu le Covid qui est passé par là et qui a bien sûr nuit à ce bel élan et à sa réussite potentielle. Les concepts sont toujours valables, mais aujourd'hui, c'est vrai que on n'a pas essaimé comme on aurait pu espérer le faire à l'époque. Et puis tu citais d'autres initiatives comme les détritivores ou comme Enercop Aquitaine ou comme la zone d'agriculture urbaine expérimentale que j'ai pu mener, mais ça c'était plutôt dans le cadre de Darwin où justement j'avais carte blanche avec mes associés pour faire tout un tas d'expérimentations qui ont donné parfois lieu à des initiatives économiques qui perdurent aujourd'hui et qui ont toujours de l'impact et ça c'est super. Fantastique, merci. Genre, comme c'est quasiment des premiers mots que tu as utilisés, c'est quoi pour toi être heureux ou réussir sa vie? Bah pour moi, c'est être aligné avec ses valeurs, c'est réussir à mettre en œuvre ses valeurs au quotidien du mieux qu'on peut, que ça soit dans la sphère conjugale, dans la sphère familiale, dans la sphère professionnelle, dans la sphère amicale, essayer d'être aligné et du coup de vivre ses convictions du mieux qu'on peut, mais sans les trahir. Voilà. Pour moi, c'est ça pas la recette, en tout cas pour moi, la ligne directrice que je me suis donnée et qui me rend heureux. J'ai réussi justement à aligner mes convictions profondes, mes valeurs avec mon boulot, c'est déjà immense. Euh, et au niveau personnel aussi, à rester dans une forme de cohérence, de fidélité que je chéris. C'est pas toujours facile. Et du coup, tout ça me rend pleinement heureux. Mais j'ai bien conscience aussi qu'il y a un facteur chance. Et que ce facteur chance, jusqu'à présent, il a toujours été de mon côté. Alors on peut la provoquer, mais je crois qu'elle est aussi exogène à nous. Parfois, il y a des éléments qui arrivent et on peut les saisir, on sait les saisir, ou tout simplement ils s'imposent à nous et c'est magnifique. Voilà, et j'ai eu beaucoup de chance. Donc je suis pas sûr que ça soit reproductible chez chacun. Mais en tout cas, je le souhaite à chacun. Voilà. Merci beaucoup. J'ai envie de te poser une question parce que je suis un peu dans aux portes du mariage, moi-même.
c'est quoi un secret d'un couple heureux alors, pour augmenter son amour? C'est parce que j'ai trouvé ça très beau ce que tu dis sur ta femme. Je sais que ça n'a plus rien à voir, mais Rien à voir, c'est la sphère de l'intime. Mais ben non, je sais pas. C'est des alchimies entre deux personnes. Et puis c'est aussi la fidélité à son engagement initial quand c'est difficile. Essayer de réparer plutôt que de jeter. C'est aussi écolo ça. Puis c'est aussi, je sais pas. Je pense que quand on connaît quelqu'un très jeune, comme ça a été mon cas, on se construit ensemble et on fait finalement un seul être. Et que finalement l'autre personne n'est pas extérieure à soi, c'est un peu soi-même. Avec ma femme, tous les deux, on forme une seule et même personne, et je me verrais totalement incapable de vivre sans elle. Voilà, c'est peut-être aussi une fragilité, une vulnérabilité, mais je l'accepte comme telle, et c'est ce qui fait la solidité, je crois, de nos liens. écoute, merci Jean-Marc. Écoute, merci à toi Clément. J'espère que ça a été peut-être enrichissant pour certains. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère du fond du cœur que tu es plein d'énergie, que tu as le sourire et que tu repars avec des réponses et inspiré par notre invité. Bon, j'écoute aussi des podcasts et je sais qu'on a la flemme de le faire, mais ça prend vraiment moins d'1 minute. Alors si tu peux liker et t'abonner à Changer d'air, merci beaucoup. Ça lui donnera de la force et de la visibilité. D'ailleurs, si tu as des retours, des questions ou des idées, n'hésite vraiment pas à me les remettre en commentaire ou à me les envoyer par mail. L'adresse est dans la description. À la semaine prochaine. Bon, un peu comme pour le premier épisode, j'avais envie de parler un peu à la fin de cette discussion. Jean-Marc est quelqu'un franchement d'extraordinaire, il a une maîtrise du sujet et une humilité qu'on voit rarement. Je pense qu'en fait, il met le doigt là où ça fait très mal, puisqu'il montre assez logiquement, quasiment assez mathématiquement, l'absurdité de ce qu'on fait, qu'on serait incapable de tuer un chat ou un chien, mais qu'on accepte de tuer des centaines d'animaux par an pour notre petit plaisir. Je pense pas que ce soit facile, mais je pense qu'il faut se forcer à imaginer un monde sans viande, une vie en tout cas avec beaucoup moins de viande, comme une exception peut-être, et que ça fera de nous non pas une civilisation qui perd sa culture et qui perd sa force parce qu'elle manque de protéines, mais ça fera de nous les premiers qui ont vu l'absurdité du système, comme à un moment certains ont dit, mais attendez, les esclaves, moi je pense pas que c'est parce que c'est des noirs que c'est pas des êtres humains. C'est un peu ce que Jean-Marc fait aujourd'hui en disant, attendez, les animaux c'est pas parce que c'est des vaches qu'on peut se permettre de les tuer à tour de bras, quoi. Et ce que je viens de dire, c'est une métaphore qui vient de me venir, donc c'est pas forcément très pertinent, mais je pense qu'il met vraiment le doigt sur une réalité, sur quelque chose qui est vraiment fou de notre part et qu'on ne voit plus en fait, on est ancré là-dedans depuis le début. Et que c'est notre responsabilité de partager ça à d'autres sans faire forcément la morale. Alors Jean-Marc dirait qu'au contraire, lui il n'a pas de peine à culpabiliser, mais en tout cas juste à partager ça, cette vision qui est nouvelle, qui est de dire en fait non... des vaches c'est des animaux et tu seras incapable de tuer un chat, alors pourquoi est-ce que t'acceptes de manger autant de viande? Voilà, j'espère que l'épisode vous aura quand même plu et que vous garderez le sourire de Jean-Marc, et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée ou une bonne nuit.